Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la Fondation ID Sport qui vient nous présenter justement son mode opérationnel, organisationnel agile avec Lucien Bourquin. J'avais eu la chance de les écouter, donc c'est passionnant comme ils ont géré ça et justement cette problématique des coupes budgétaires. Donc, je laisse la parole à Lucien qui pourra se présenter plus précisément et continuer cette présentation. Merci Lucien. Parfait, merci beaucoup Ludovic pour l'introduction et bonjour à toutes et tous. Je suis content de pouvoir partager ce speed dating de la fabrique de l'agilité avec vous aujourd'hui. Donc comme l'a dit Ludovic, on va faire un zoom sur une petite période de crise qu'on a vécue avec une situation de coupe budgétaire au sein de la fondation. Et puis l'idée c'est de vous raconter un peu comment on l'a vécu de l'intérieur, quelle méthode, quel processus on a mis en place et puis ensuite prendre un peu de recul par rapport à ça, voir un peu quels étaient les leviers, quelles ont été aussi les limites par rapport à ces méthodes agiles pour gérer cette situation de crise. Moi, je suis au sein de la Fondation IDESport, donc employé par la Fondation IDESport depuis un peu plus de 7 ans, et puis notamment en charge du développement organisationnel. Vous comprendrez peut-être un peu plus en détail après lors de la présentation le rôle qu'a ce cercle aussi et pourquoi c'est moi parmi mes collègues aussi qui vous présente ça aujourd'hui. Et puis, je vois qu'il y a une partie de mes collègues qui sont aussi en ligne, donc faut que je me tienne et puis pas que je dise n'importe quoi parce que je vois que je suis contrôlé. Donc, peut-être pour poser un peu de contexte par rapport à la Fondation et des sports, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La Fondation, elle existe depuis 25 ans. Il y a des projets dans toute la Suisse. Le but, la vision de base est la promotion de la santé auprès des jeunes, des enfants et des familles. L'idée de base, c'est en fait d'ouvrir des salles de sport qui sont souvent pas utilisées pendant les week-ends et d'offrir, entre guillemets, des projets clés en main aux communes en proposant des projets à bas seuil pour accueillir justement les jeunes et les enfants dans ces salles de sport, à leur proposer des activités. Donc le sport, il est au centre, mais il est vraiment utilisé plutôt comme outil pour atteindre les buts sociaux aussi qu'il y a derrière, donc d'inclusion, d'égalité des chances et des projets qui sont gratuits toujours pour les participants. Et c'est pas du tout une approche du sport de performance ou compétitive. On vient vraiment dans l'idée de se rencontrer, de bouger ensemble et de pouvoir d'avoir un impact au niveau sociétal auprès de ces publics cibles justement. Pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de la fondation, donc on est organisé en 3 bureaux régionaux. Moi, je fais partie du bureau roman ici à Lausanne, où on est 11 personnes. Il y a aussi un bureau qui est basé en Suisse alémanique à Olten et au Tessin, à côté de Lugano, pour gérer les projets de la Suisse italienne. Donc, il y a aussi ces challenges de différences culturelles auxquelles on est confronté, puis avec lesquels on travaille aussi tous les jours. Ça fait partie de notre quotidien. On est une soixantaine de personnes au sein de la Fondation dans les 3 régions linguistiques. Donc, on a un peu plus de 180 projets dans toute la Suisse. Et puis, ça regroupe environ 160 000 personnes qu'on touche chaque année à travers ces différents projets d'ouverture de salles de sport les week-ends. En ce qui concerne l'agilité, on a fait vraiment la transition vers un système agile en 2018. On a commencé cette transition-là en 2018. Un an avant ça, c'était déjà un terrain très, très propice, si on peut dire, à l'agilité, avec un fonctionnement déjà assez flat avant ça. Mais les méthodes agiles et puis le mindset, vraiment, on a creusé tout ça à partir de 2018. On s'est fait accompagner aussi. C'est un processus qui a pris 3 à 4 ans. Et puis maintenant, on peut dire qu'on est agile, même si vous connaissez ça aussi de votre côté. C'est un challenge de tous les jours. Et puis, il y a une partie d'amélioration continue qui continue depuis des années, évidemment. Donc maintenant, on va regarder plus en détail cette période de gestion collégiale des coupes budgétaires et puis déjà reposer un peu plus le contexte par rapport à cette année 2023 qui était un peu particulière. Pour que vous compreniez le modèle de financement de la fondation, qui est la réalité de beaucoup de fondations d'utilité publique, en fait, on a une partie de revenus fixes qui représente à peu près la moitié de nos revenus.
Et puis, une autre partie variable. Donc, la partie fixe, c'est en fait ce qui est contractuel avec les communes. Quand on va mettre en place un projet dans une commune, on demande une participation financière. Ça permet de couvrir à peu près la moitié des coûts de l'ensemble de la fondation. Et puis, à côté de ça, on fait de la recherche de fonds auprès de fondations donatrices, d'entreprises, de privés aussi, pour financer, c'est à peu près 3,5 millions par année. Donc déjà, de base, la situation, elle est pas toute facile parce que chaque année, on repart entre guillemets à zéro, où on va approcher ses partenaires pour pouvoir financer l'ensemble de la fondation. On a évidemment des partenariats qui sont parfois sur plusieurs années. On a aussi des financements publics qui sont plus ou moins assurés, mais ça reste quand même un gros challenge en début de chaque année pour trouver ce financement. Et puis maintenant, plus particulièrement pour l'année 2023 qui a été justement difficile, il y a aussi certains éléments qui sont ajoutés à la situation qui ont fait que c'était encore plus complexe. On a une fondation qui s'est pas mal développée. Du coup, on a de la croissance quand même si on a un but non lucratif. Et puis, on a eu quand même pas mal d'engagements qui se sont faits pour répondre aux besoins des projets. Et puis, ça a engendré une augmentation des coûts du personnel assez importante. On a perdu d'importants partenaires. Donc, quand on a des gros financeurs, c'est toujours super. Mais derrière, ça implique un gros risque de concentration, ce qui fait que quand ces partenaires s'en vont, derrière, il y a un gros trou à combler, qu'on doit trouver de nouveaux partenaires pour financer en fait ce que les partenaires partants laissent derrière eux finalement. Et puis une situation conjoncturelle qui n'était pas optimale non plus. Donc ça, c'est plus au niveau macroéconomique, si on peut dire, mais plusieurs fondations donatrices, plusieurs privés, ont donné moins, ont fait moins de dons cette année 2023 parce que l'économie, voilà, c'était pas sur le haut de la courbe, si on peut dire comme ça. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on appelle le challenge du fundraising qui est non prioritaire pour la Fondation et des sports. On est dans des domaines très importants en Suisse, dans l'égalité des chances, et la santé des enfants, des jeunes et des familles. Mais si on prend, par exemple, un ménage qui alloue un certain montant pour faire des dons chaque année, en face de ça, s'il y a des crises de guerre mondiale ou de famine ou des choses au niveau international qui sont parfois plus urgentes que la santé des enfants en Suisse. Finalement, on a une qualité de vie qui est déjà certaine. Les gens, ils vont aussi fixer leurs priorités par rapport à ça. Donc, on a des donateurs. Heureusement, c'est grâce à ça qu'on vit, mais face à d'autres situations d'urgence, parfois, des priorités peuvent être fixées, puis on passe en deuxième plan. Donc, tout ça a fait que l'année 2023 s'est corsée au fur et à mesure de son déroulement, puis on a dû mettre en place des mesures. Maintenant, on va faire encore un zoom sur ces différentes mesures pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Ce que vous voyez là sur la droite, c'est notre organigramme dynamique fait par Peerdom. Donc, je pense que ça parle à pas mal d'entre vous aussi. On voit les différents cercles de travail et comment on est organisé. Donc, c'est en trois grands sous-cercles. Celui que vous voyez en bas à droite, c'est un cercle de coordination. Et là-dedans, il y a le développement organisationnel, dont je fais partie justement, comme vous l'avez compris. Et puis, le rôle notamment de ce cercle-là, c'est d'assurer la viabilité financière de la fondation. C'est un peu aussi à nous de tirer la sonnette d'alarme quand on voit que ça se complique et puis qu'on ne va pas dans la bonne direction et puis mettre en place des processus et des mesures pour réagir à ça. Donc au printemps 2023, on voyait que ça commençait à sentir le roussi. On y allait, mais en marchant sur des œufs vraiment. On savait que c'était pas impossible, que il peut tout à coup avoir un gros soutien qui tombe aussi à tout moment. On a toujours cet espoir-là, évidemment, en fundraising. Donc on voyait que ça se compliquait, mais on a continué quand même. En parallèle, on a mis en place un scénario worst case où on s'est dit, OK, si ça tourne mal, qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on va impliquer la collégialité, parce qu'évidemment, avant ça, il n'y avait aucun processus qui était mis en place pour gérer une telle situation. À l'été, on a vu que là, ça se compliquait, ça devenait concret, et puis du coup, on a anticipé la mise en œuvre des mesures. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a consulté chaque équipe, on leur a demandé de réfléchir à différentes mesures au sein de leur équipe et pour toute la fondation, afin
d'une part, d'augmenter les revenus de la fondation et d'autre part, de limiter les charges, en fait, les coûts. Chacun, à son niveau dans l'équipe, a réfléchi à ça, a vraiment listé les mesures qui étaient possibles et les a ensuite priorisées aussi. Ça nous a permis de prendre connaissance de ce qui était envisageable par les collaboratrices et collaborateurs de la fondation dans chacune des équipes. Et puis là, on a compris que ça rigolait plus, puis il fallait vraiment mettre en place ces mesures. C'était plus seulement une hypothèse, un scénario worst case, mais il fallait vraiment couper dans les charges, augmenter les revenus, parce que sinon, on n'allait pas pouvoir boucler l'année. Maintenant, quelles sont ces mesures? On va faire un zoom encore une fois pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été proposé par les équipes. Il y avait deux niveaux de mesures. Donc il y avait vraiment à court terme sur quoi on peut faire un trait et puis économiser de l'argent. Et ça, c'était vraiment principalement les événements internes. Donc la culture chez les sports, elle mise beaucoup sur ces rencontres nationales. On se rencontre entre les trois régions, on passe du temps ensemble, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis c'est ça qui fait aussi la culture de l'agilité. Donc, on a typiquement le brunch de Noël. Ça, c'est des petits événements, mais au final, on est une soixantaine de personnes. Ça fait déplacer tout le monde. Ça prend des ressources sur une journée. Voilà, il faut payer la nourriture, etc. Donc, voilà, ça, les gens étaient prêts à faire un trait dessus à court terme et puis se dire on économise ce montant-là. La même chose pour les sorties d'équipe. Il y a un petit budget qui est alloué à chaque équipe pour faire une sortie d'une demi-journée une fois par année. La retraite, c'est un événement de 2 jours où tout le monde dort sur place une fois par année. Donc là aussi, on alterne entre les régions de la Suisse italienne, de la Suisse alémanique et de la Suisse romande. Et puis, voilà, c'est un événement super chouette où on profite de faire des workshops aussi sur l'agilité. Là, on a décidé de faire un trade dessus. On a la rencontre des partenaires qu'on a pu faire cette année de nouveau au mois de mars, mais justement en 2023, on n'a pas pu la faire parce que c'est un petit budget aussi. Puis la réunion des coachs, c'est tous les coachs qui animent et qui gèrent nos projets sur le terrain. On en a près de 400 en Suisse. Et puis là, pour habitude de faire un événement par année, on les invite tous à Lausanne. On fait une grosse journée tous ensemble. Donc là aussi, c'est des ressources et du budget. Donc ça, c'était des choses où on pouvait s'imaginer de ne pas les faire. C'est clair que c'est pas cool de ne pas les faire. C'est des choses importantes, mais c'était nécessaire pour pouvoir économiser dans le budget de la fondation. Puis, parmi les mesures proposées, il y avait un deuxième niveau avec des mesures à long terme aussi pour éviter de se retrouver dans la même situation dans les années à venir. Et puis là, il y a 3 grands points qui sont sortis. D'une part, c'était l'augmentation des prix auprès de nos mandants. Donc, les personnes, principalement les organisations, c'est les communes, les entreprises que nous mandatent pour mettre en place des projets, en pratique des tarifs qui sont les mêmes depuis 2015. Donc, c'était déjà un sujet qui traînait depuis un moment, mais on n'avait jamais trop pris le taureau par les cornes. Et puis là, on n'avait plus trop le choix. Puis on s'est dit, c'est le moment de créer un argumentaire, entre guillemets. Puis l'augmentation des prix est justifiée. Il y a de l'inflation, tout le monde a augmenté ses prix, mais on ne les a jamais augmentés. Donc, on a construit tout ça là autour. Et ensuite, il y avait le fait de gérer les ressources, en fait, en gelant, entre guillemets, les ressources humaines à disposition, parce que chaque équipe, je ne sais pas si vous voyez toujours la présentation, chez moi, ça a disparu. Chaque équipe a non, c'est revenu, pardon. Chaque équipe a un système à disposition qui fait qu'en fonction du nombre de projets, de nouveaux projets développés, elle peut recruter un certain pourcentage de ressources humaines. Donc, chaque équipe est autonome par rapport à ça. Et une de ces mesures à long terme, c'était de dire, OK, s'il y a des nouveaux projets qui arrivent, on va quand même les faire, mais on ne va pas recruter de nouvelles personnes. Donc, on ne va pas licencier, mais on va faire plus avec les mêmes ressources, au fait. Et la troisième mesure long terme, c'est vraiment de miser sur l'innovation. C'est vraiment devenu au centre de la stratégie de la fondation. Ce que vous voyez sur la droite dans l'organigramme dynamique, tous les petits points en rose qui sont sur la gauche, ça, en fait, chacun des points, c'est une innovation qui est en cours de développement au sein de la fondation. Parce qu'on sait que l'innovation, ça peut amener du financement en répondant à des appels à projets, en obtenant du financement public. Il y a pas mal de fondations donatrices aussi qui financent plutôt des nouveaux projets, des lancements de nouveaux projets, de l'innovation sociale. Puis on sait que c'est assez facile, entre guillemets, à vendre. Donc, il faut toujours trouver le bon équilibre aussi en gardant les projets à côté. Mais on sait que l'innovation, ça pouvait être à plus long terme un levier pour générer des fonds aussi.
Toutes ces mesures, évidemment, il y a un suivi. Donc, il y avait des points qui étaient faits chaque mois, chaque 2 mois, où on communiquait vraiment en collaboration avec les finances pour dire, OK, on a pu économiser tant, on doit encore arriver jusqu'à temps. Vraiment un suivi en termes de communication qui était au maximum transparent. Et puis, un outil que vous connaissez tous très bien, je pense, en lien avec l'agilité, c'est une grande rétro qui a été organisée. Quand tout ça a été fini, alors évidemment, les mesures à long terme, elles sont encore en cours, hein, on n'a pas pu tout monitorer, enfin, c'est encore en cours. Mais de se poser une année après, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place si une nouvelle situation de crise venait à apparaître par la suite, etc. Donc ça, on a dédié une journée entière et puis on a récolté les feedbacks pour vraiment sortir les plus gros apprentissages de cette situation-là. Donc expliquer comme ça a l'air très clair et facile et fluide et limpide, mais ça, en fait, on peut l'expliquer grâce à tous les apprentissages qu'on a fait. Et puis évidemment qu'il y a eu plein de challenges et puis il y a eu plein de feedback constructifs et puis de critiques aussi parce que c'était une grosse charge pendant cette période et puis ça s'est pas déroulé de manière très facile comme ça. C'est maintenant avec le recul qu'on est conscient des apprentissages et puis de la chance qu'on a eue en fait de pouvoir vivre cette situation comme ça en impliquant la collégialité. Mais pendant cette période-là, il y a eu quand même une année pendant laquelle c'était quand même très compliqué sur plusieurs points. Euh, Maintenant, si on prend un peu de recul puis qu'on réfléchit aux leviers par rapport à cette situation, puis l'agilité, ce que ça a pu amener, il y avait une adhésion au processus de la part des collaboratrices et collaborateurs qui était extrêmement importante du fait qu'elles étaient impliquées dès le début. C'est le deuxième point, l'implication forte. Tout le monde a réfléchi à des mesures qu'on pouvait mettre en œuvre pour économiser de l'argent, pour générer plus de revenus. Donc, le jour où on a dit, OK, ces mesures-là, maintenant, on les met en œuvre, tout le monde était à fond pour les mettre en œuvre. Donc, ça, c'est vraiment le point le plus marquant. Après, il y a une question de compréhension de la situation aussi. Contrairement à une organisation hiérarchique qui viendrait avec des mesures, des choses imposées, là, les collaboratrices et collaborateurs étaient informés dès le début, ils comprennent la situation, donc sont aussi prêts à s'investir pour améliorer cette situation de crise. Et puis finalement, on peut parler de développement de compétences, c'est pas mal ressorti aussi dans la rétrospective qu'on a organisée parce que les personnes étaient confrontées à des situations nouvelles, des situations de crise, de négociation. Il fallait aller voir les partenaires, leur demander d'augmenter leur soutien. Il fallait aller voir les communes, leur dire que ça allait coûter plus cher. Donc, en fait, on est un peu mis au front comme ça du jour au lendemain, avec bien sûr du soutien, des méthodes au maximum, mais c'est quand même des situations qui sont nouvelles et avec le recul, on voit que c'est aussi des compétences qui ont pu être développées au sein de la fondation. Et puis dans les limites, on a vu que dans l'organigramme dynamique, il y a pas mal de cercles qui étaient concernés par la mise en œuvre de ces mesures, et notamment certains cercles qui étaient beaucoup plus concernés que les autres, parce qu'évidemment les cercles d'opération, si on peut dire, qui font de la gestion de projet, ils sont en contact avec l'environnement extérieur, donc c'est aussi eux qui devront aller discuter avec les partenaires, avec les communes. À côté, il y a la gestion de projet de tous les jours qui continue, il y a des nouveaux projets qui arrivent aussi. Donc au final, eux, au bout d'un moment, ils nous ont dit, mais vous êtes sympa, mais en fait, nous, on ramasse tout, quoi. Donc c'est quand même complexe parce qu'au final, chacun a ses responsabilités dans un système agile, mais selon les situations, il y en a qui reçoivent plus de charges que les autres, entre guillemets. Et puis là, justement, cette charge globale qui était importante, la charge de travail en volume, mais aussi la charge mentale, c'était un gros point dans les débriefings, dans les feedbacks. C'est quand même en lien avec le dernier point aussi, le climat d'incertitude. On veut la transparence, on veut impliquer tout le monde, mais son pendant derrière, c'est que c'est qu'il y a ce climat d'incertitude. On se dit, mais est-ce qu'il y aura une fois des licenciements ou pas? Est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, évidemment que il y a plus de gens qui sont inquiets que dans une organisation hiérarchique où il y a le comité de direction qui fait ses réunions et puis qui garde les informations confidentielles, qui filtre un peu. Donc ça, c'est d'une part une force évidemment pour l'adhésion au processus, mais aussi une limite parce qu'on voit que les gens, on était très impacté au niveau de la charge de travail par rapport à ça.
Donc voilà, j'ai essayé de faire un résumé concis de la situation. J'espère que ça a été clair. Et puis, sauf frère Ludovic, je pense qu'on a un peu de temps encore pour engager la discussion. Donc, je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Lucien. C'était passionnant. Merci. Ouais, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos caméras si jamais c'est toujours plus agréable. Et puis, je vous laisse poser des questions. Et puis, sinon, j'en aurai une ou deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, on a Jean-Étienne. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Lucien, c'est très intéressant. De mon côté, je travaille sur le développement organisationnel au CICR. En fait, je voulais savoir si dans les mesures auxquelles vous avez réfléchi, donc celles qui ont été proposées par les équipes et puis celles qui ont été peut-être réfléchies à un niveau stratégique, s'il y avait, au-delà de la réduction des coûts ou de la retenue des coûts de manière temporaire, s'il y avait aussi des réflexions pour augmenter ou diversifier les modèles de financement. Pour le premier camembert que tu as présenté au début, pour voir s'il y avait une réflexion par rapport à ça. Et puis s'il y avait aussi s'il y avait aussi une réflexion sur la raison d'être de l'organisation, savoir si elle doit se repenser aussi, profiter de cette occasion, voir si sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait, des besoins elle répond, savoir s'il y a eu une réflexion sur les activités peut-être qui peuvent prendre aussi une autre forme et du coup qui auraient pu être proposées différemment à différents coûts, auraient pu être réduites aussi temporairement au niveau des prestations, même si ça c'est le plus sensible évidemment. Oui, merci pour la question. Les questions, du coup, pour répondre à la première par rapport à l'augmentation des revenus, effectivement, dans les mesures long terme, cette fameuse augmentation des prix, en fait, auprès de nos partenaires, donc de nos mandants, ça fait partie de l'augmentation des revenus. Donc, on voyait le camembert au début, qui était la moitié fixe, la moitié variable, en résumé. Cette moitié fixe, l'idée à long terme, c'est de l'augmenter. C'est ce qui est en train de se passer. Les acceptations sont encore en cours, ou les négociations sont encore en cours. Mais c'est le fait de diminuer cette partie variable et puis d'arriver sur un revenu fixe, stable, qui est plus grand que la partie variable. Et puis après, il y a la partie recherche de fonds où évidemment on a été challengé aussi dans le fundraising, réfléchir à notre fundraising mix et à la diversification. Mais finalement, là, on a vu qu'on avait peu de leviers parce que au fundraising, c'est déjà le job de tous les jours, entre guillemets, du fundraising, de faire ça, de chercher à se diversifier, repenser la recherche de fonds, etc. Donc, on avait évidemment des processus qui étaient déjà en cours. On est en train de développer aussi la partie partenariat avec les entreprises, avec le corporate fundraising. Donc, ça, c'était déjà lancé, puis ça tombait assez bien finalement. Donc, on a pu aussi diversifier les revenus grâce à ça. Mais au final, quand on change une stratégie de fundraising, c'est vraiment sur du long terme. Donc là, on est en train de voir les fruits aussi gentiment qui arrivent, mais c'est des choses qui ont été mises en place déjà il y a 3-4 ans. Donc au niveau de l'augmentation des revenus, c'était vraiment essayer d'augmenter les revenus fixes auprès de nos mandants, ce qui est en train d'être fait. Puis par rapport à ta deuxième question, l'orientation de la fondation et la stratégie aussi. Je pense que le point principal, c'est l'innovation. Déjà là, c'était une question qui était d'actualité avant. On a un processus d'innovation interne où les employés peuvent aller pitcher des idées. Ils sont challengés, il y a plusieurs étapes et puis ensuite il y a une phase pilote où les personnes peuvent mettre ça en œuvre avec des étapes bien définies. Et puis là, on est allé encore plus loin pour essayer de réfléchir à comment on pouvait vraiment favoriser ça. Et puis en fait, dans nos 3 piliers stratégiques, il y a vraiment l'innovation qui est un des 3 piliers. Donc, ça nous a permis de vraiment lancer ce côté innovation et de le mettre en œuvre de manière encore plus marquée. Donc, je pense que ça, c'est l'aspect le plus marqué en termes d'orientation stratégique de la Fondation, c'est vraiment de s'orienter sur l'innovation. On avait des projets de salles de sport ouvertes qui existaient depuis plus de 20 ans et qui marchent très bien. Et là, on se challenge tous les jours maintenant pour vraiment innover et puis sortir des programmes qu'on connaît déjà. Merci. Oui, il y a Olivier qui a une question. Oui, bonjour, merci. Moi, je voulais vous demander, par rapport à toutes les mesures qui ont été proposées,
quel est le ratio par rapport aux besoins de financement que vous aviez? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça a beaucoup plus que suffi? Est-ce que vous avez mis tout en œuvre ou seulement un Pareto? Euh, et peut-être si ça n'a pas suffi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour dégager encore plus d'idées d'économie? Alors, bonne question. J'ai pas les chiffres. Ce serait intéressant d'avoir les ratios exacts. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que les mesures qui ont été mises en œuvre, ça a permis, ça a répondu aux besoins, en fait. C'était quand même des montants assez importants. Ce que j'ai cité, c'était des exemples. Il y avait aussi d'autres choses, notamment je pense encore à un autre point, c'était les achats de vacances, donc en fait des congés non payés, où c'était déjà possible au sein de la fondation, mais on a vraiment poussé ça en disant, ben, si tout le monde rachète encore une semaine, ben, ça fait vite 60-70 000 francs encore d'économiser à la fondation. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, ben, ça a fait qu'on a pu atteindre notre objectif. Sur la fin de l'année, on a encore un ou deux gros soutiens qui sont tombés quand même aussi. Donc, au final, c'est toujours un peu le même jeu où on recommence à zéro chaque année, et puis à la fin, tout s'aligne. Et puis ça, c'est aussi un des challenges de la communication à l'interne, parce qu'au final, ben, c'était un peu, OK, ben, tout ce cirque juste pour ça, pour nous dire que la saison est financée quand même au final. Mais la saison elle a été financée grâce à tout ce qui a été mis en œuvre. Donc ça a été atteint. Puis les mesures long terme, elles sont encore en cours. Donc, il y a des objectifs vraiment chiffrés qui étaient mentionnés. Il n'y a rien de secret à ça. Sur les mesures court terme, c'était 200 000 francs qu'on visait dans les économies vraiment sur la fin de l'année. On devait couper dans les coûts. Et sur le long terme, on est plus autour des 400 000 francs. Donc, c'est une estimation qu'on aimerait atteindre. Mais là, bah, c'est encore en cours parce que le fait de favoriser l'innovation puis d'attirer de nouveaux bailleurs de fonds, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on est en bonne voie. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question avant midi? Sinon, moi, j'en ai vite une. Est-ce que le même processus se passe se passait ou se passe quand il y a des nouveaux bailleurs de fonds, disons? Est-ce que est-ce qu'on intègre tout le monde seulement quand ça coupe, mais est-ce que tout d'un coup, s'il y a des nouveaux financements, est-ce que tout le monde est intégré de savoir comment ces fonds sont répartis? Oui, alors c'est pas le même processus, mais évidemment qu'avec le système agile qu'on a, tout le monde est impliqué. Puis là, c'est des autres processus qui rentrent en ligne de compte, mais on a notamment un processus d'investissement où en fonction des moyens à disposition de guillemets, alors c'est jamais des très gros moyens, mais si on voit que l'année se passe bien, enfin dans tous les cas, en fait, chaque année, on a un processus où on peut proposer des investissements. Chaque team peut proposer des investissements. Et puis évidemment, quand il y a un montant plus important à disposition, bah, ces investissements, ils sont de plus grande ampleur. Et en fait, ça touche plusieurs processus. Il y a aussi le processus, par exemple, de formation continue, où on peut aller pitcher pour demander d'être financé pour une formation continue. Là aussi, c'est des budgets bien définis. Maintenant, si on voit que l'année s'annonce vraiment super bien, on va peut-être augmenter le budget de formation continue pour les employés. Aussi des augmentations salariales. Chaque année, c'est des enveloppes qui sont données à chaque équipe. Chaque équipe discute de comment répartir les augmentations. Bah, là aussi, si l'année se présente vraiment bien, on peut augmenter ces enveloppes-là. Donc, on peut jouer avec différents curseurs. Maintenant, il faut être hyper précautionneux parce que, bah, évidemment, les augmentations, par exemple, c'est pas du one shot. Si le budget est bien pour une certaine année et puis qu'on augmente le budget des augmentations, l'année suivante, on va pas pouvoir baisser le salaire des gens. Donc, il y a plusieurs curseurs sur lesquels on peut jouer. Et puis, évidemment, bah, si la situation financière elle est plutôt bonne, on va pouvoir augmenter certains budgets. Top. Bon, bah, merci pour ces explications. On est à 11h59, donc un bon timing pour vous dire tranquillement au revoir. Vous souhaitez un bon été parce qu'il n'y a plus trop d'événements jusqu'à septembre. Et le gros événement, conférence annuelle, j'espère qu'on aura 240 personnes comme l'année dernière et qu'on pourra remplir, regarder le programme. Je vous ai mis tous les liens dans le chat. Merci infiniment à Lucien pour cette présentation et à ID Sport. On peut l'applaudir bien fort et puis je vous souhaite un bon été à tous et à toutes. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à tous. Bon après-midi.
Merci. Bon après-midi. Merci à Au revoir. tous. Bon après-midi.